Culture Soccer. Bonjour, bienvenue à Culture Soccer, le podcast nord-américain. Aujourd'hui, comme animateur Anthony Delarenne, co-rédacteur en chef de Culture Soccer. Cette semaine, malheureusement, je suis pas rejoint par Adi, mais on vous a concocté une belle petite entrevue. On est très heureux de pouvoir l'accueillir et c'est un honneur pour moi, supporter du Nashville SC. On est rejoint par le milieu de terrain Brian Tanunga. Ça va bien, Brian? Si, ça va. Parfait. Pour moi, là, supporter du Nashville aussi, c'est un honneur de pouvoir te recevoir au podcast. Surtout que je suis la USL Championship depuis des années, donc j'ai pu te découvrir à Charleston. Je pense que la majorité de nos auditeurs ou nos lecteurs t'ont peut-être plus découvert en MLS, mais je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire le tour de ta carrière nord-américaine. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup. Je pense que ça va être intéressant. Donc, premièrement, refaisons ton parcours là, pour ceux peut-être qui te connaîtraient un peu moins. Dans le fond, tu es arrivé aux États-Unis en 2015 en signant avec les Wilmington Hammerheads. Après ça, tu es allé jouer au Carolina Dynamo. Et l'année suivante, tu as signé à Charleston où tu feras 3 saisons très complètes. Donc est-ce que je manque des bouts pour la première partie de carrière? Non, c'est parfait. Oui, exact. Et après ça, comme qu'on le sait, tu signes au Nashville aussi. Mais dans le fond, dans ton début aux États-Unis, ton passage à Wilmington, après ça au Carolina Dynamo, te semblé changer d'équipe assez souvent avant Charleston. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou Si, j'ai eu à mon arrivée à Wilmington Hammerhead, vu que la saison en cette période était vraiment courte, la USL était juste 6 mois et je suis arrivé je peux dire, milieu de la saison. Il nous restait peut-être 4 mois de saison. Et bon, le temps de s'adapter et tout, j'ai eu des blessures. Je me suis blessé à la cheville, donc je n'ai pas vraiment eu à participer avec le groupe. La saison s'est écoulée très rapidement. Et puis après, j'ai eu des problèmes avec le management et mes managers et les gens qui m'ont amené aux États-Unis. Donc après, je me retrouve sans management et c'est là où j'ai eu à me battre vu que certaines personnes m'ont vu jouer un peu. Ils m'ont, bon coach, je peux dire, à Greensboro m'a vu, Zapco. Il m'a, il m'a fait une offre de jouer à la PDL vu que c'est un niveau bas de la USL. Mais je devais être en jambes pour aller faire pour aller voir comment ça allait se passer à Charleston. Donc, il me fallait quelques matchs en jambes. Donc, j'ai préféré jouer en PDL un peu. C'était des moments difficiles, mais je n'ai pas donné les mains. Donc, j'ai travaillé seul. Bon, je ne m'entraînais pas vraiment et tout, mais je m'entraînais pas avec le groupe vraiment, mais je m'entraînais seul. Et puis, j'ai eu à me battre et puis j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec Charleston pendant une semaine et puis ils m'ont gardé pour la ouais, saison 2017, je crois. parfait. Et c'est ça, dans le fond, souvent, il y a des joueurs peut-être qui vont retourner en PDL. Maintenant qu'on appelle USL League 2, surtout pour se refaire confiance, se remettre en forme. Et d'ailleurs, je pense que ça l'a payé parce qu'en 2018, avec Charleston, tu as été nommé sur la USL All-League First Team, donc l'équipe, on pourrait dire l'équipe étoile de la Ligue en 2018. Ça doit être gratifiant de recevoir ce genre de nouvelles. Comment tu l'avais pris à l'époque là, de récolter cet honneur-là? Bon, moi, en fait, certaines personnes n'ont pas cru en moi. Et même quand je suis arrivé à Charleston, bon, le coach vraiment était le seul il m'a donné une chance. Il a cru en moi et j'ai voulu le montrer que
j'ai pas voulu le décevoir, quoi. Et puis, et pour ma carrière aussi. Et bref, quand je jouais, je ne pouvais même pas m'imaginer que, bon, un jour, je devais avoir l'intérêt des clubs, parce qu'à cette fin de saison, j'ai eu l'intérêt des clubs européens, le club MLS. Bon, et en plus, moi, je jouais aussi pour ma famille, pour ma carrière. Donc, je donnais tout. Et vraiment, bon, chaque match était comme une finale pour moi. Donc, et à la fin, quand les stats sont sortis et j'étais dans l'équipe type de la saison, bon, moi, je ne regardais pas mes stats après chaque match et ça m'a un peu surpris les stats que je mettais. Donc, ça faisait quand même plaisir. Ouais, exactement. Je pense qu'au final, peut-être que peu de gens croyaient en toi en arrivant à USL et au final, tu leur as prouvé tort. Je pense que Charleston devrait être, devait être très fier de t'avoir trouvé et, et au contraire, les autres clubs devaient être assez fâchés de ne pas avoir su là, trouver leur Brian Tanunga parce que pendant très longtemps, tu as été un des meilleurs milieux en USL. Et d'ailleurs, avant de passer à ta saison l'année passée en MLS, tu as évolué pendant près de 5 ans dans les divisions inférieures, surtout en USL Championship. Et il faut dire que cette ligue a beaucoup évolué pendant ton passage. Pour toi, qu'est-ce qui manque à la USL pour franchir un nouveau palier? Parce que ça l'a déjà bien progressé, mais on sent que ça peut encore plus progresser. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Moi, je ne pense pas que la USL doit avoir encore... Bon, c'est vrai que le niveau de jeu est un peu plus rapide en MLS que la USL, mais la USL est vraiment très physique. Et moi, je trouve que c'est l'opportunité et beaucoup de gens ne croient, ils ne croient pas en le fait qu'ils peuvent quitter de la USL pour la MLS. Bon, c'est un peu comme la MLS est structurée, tu vois. Moi, je trouve que aux États-Unis, ils doivent donner la chance aux joueurs, les meilleurs joueurs de la USL, de faire la montée en MLS. Bon, tu vas voir, la majorité des équipes vont préférer aller prendre un joueur en Colombie ou dans un autre pays que de donner la chance à ceux qui jouent d'abord en USL, vu qu'ils connaissent déjà, ils sont déjà aux États-Unis, ils connaissent le pays, c'est facile de s'adapter déjà. Et moi, je crois que le niveau de la USL est très bonne. Elle est très bonne. Et les équipes sont en train d'évoluer vu les centres d'entraînement, les stades. Moi, je trouve que, bon, COVID nous a un peu touché, le monde entier, mais si tout restait en track, moi, je trouve que la MLS, la USL, désolé, dans 3 4 5 ans, ça serait autre chose. Le niveau est très, très bon pour moi, je trouve. Et beaucoup de gars, je peux prendre l'exemple, beaucoup de Camerounais, vu ils ont l'envie de souvent aller en Europe et tout, parce qu'ils croient que bon, c'est là où il y a tout le talent et il y a tout le jeu. Quand ils arrivent, j'ai eu quelques amis, quand ils sont arrivés à USL, avec la mauvaise mentalité, en croyant que ça serait facile, bon, ça arrive aussi à certaines personnes quand elles arrivent en MLS, parce qu'ils se disent que, oh, OK, la MLS, c'est pas trop Mm. ça. Quand ils arrivent, ils sont vraiment surpris du niveau du jeu. Et ils sont surpris comment ça joue. C'est physique. Et les gars sont rapides, les gars jouent vite, les gars sont physiques. Et ça les surprend un peu. Et ils sont pas prêts. Et c'est ça un peu. Moi, je trouve que bon, la USL est très bonne et beaucoup de gens sont venus du Cameroun et ne sont pas en sortis. C'est en USL, je peux dire en USL seulement. Donc le niveau est très bon. Oui, exactement. Tu sais, je pense que tu en es la preuve. Après avoir joué en USL, pour l'instant, tu as très, très bien réussi en MLS. Même chose pour un joueur comme Amadou Dia, le latéral gauche au Sporting Kansas City. Il a fait une bonne saison avec Phoenix, signé à Sporting Kansas City et les choses vont quand même bien. Puis c'est ça, tes performances en ESL t'ont permis de, par la suite, signer avec le club d'expansion du Nashville SC. Et pour toi, rejoindre un club d'expansion pour ta première saison MLS comme Nashville, est-ce que tu le prenais plus comme un défi ou une opportunité? Parce que dans le fond, tu débutes sur la même ligne de départ que tes coéquipiers, mais en même temps, peut-être que le club a moins d'expérience, donc peut-être que tu es un peu moins bien entouré. Donc, défi ou opportunité? Opportunité et vraiment pas un défi parce qu'on avait un bon première année en MLS, personne
bon, il n'y a pas d'expectation. Juste, les gens ne croient pas que oh, Nashville va aller en playoff. Nashville, c'est la première année. Ils vont juste essayer de voir si on peut finir. Pas dernier, c'est bon. Mais, mais la mentalité dans le groupe, quand nous sommes arrivés, ce n'était pas ça. Vu qu'on a cru en nous et bon, les gens ne voyaient pas ça. Et nous, on savait, et le coach savait, et le staff savait que on avait la capacité de faire les playoffs avec le groupe qu'on avait. Et même s'il n'y avait pas un titulaire ou deux titulaires, on savait qu'il y avait les gars dans le groupe qui pouvaient venir faire ce travail. Et, et pour moi, je trouve que c'était une très, très grande opportunité pour moi parce que Nashville a cru en moi plus que les autres équipes. Et ils m'ont vu jouer et c'est l'opportunité que j'avais en USL. Vu que j'ai joué contre Nashville en USL, donc le staff m'a vu jouer, ils ont cru en moi, ils avaient un plan pour moi. Donc même si je ne jouais pas la première année, je savais que Nashville, ils croyaient en moi et ils savaient que l'opportunité va souffrir et ils vont me donner le temps de jeu. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix de Nashville parce que j'ai eu d'autres choix, d'autres opportunités, mais il fallait vraiment que j'aille où les gens allaient croire en moi parce que si je partais dans une autre équipe et que ça ne donnait pas la première année, je ne crois pas que les choses peut-être ils ne me garderont pas parce qu'ils voulaient juste essayer de voir, genre, je ne sais pas. Ouais. Ben, en fait, comme un peu Charleston qui croyait en toi au début, c'est un peu la même chose. On a vu qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Donc, tu parlais de d'autres clubs qui peut-être qui t'avaient approché. Est-ce que c'est seulement des clubs MLS ou tu as également été approché par des clubs européens ou Si, il y avait des clubs européens, bon, un ou deux clubs, euh, et en Suède, en Norvège, bon, pas des pays vraiment en Europe centrale, mais c'est l'Europe. hmm. Euh, donc, en effet, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas eu, le moment venu, il n'y a pas eu, il y avait aussi un problème de transfert dans mon cas. Donc, ce n'était pas facile parce que je n'étais pas libre. Donc, je ne pouvais pas juste partir. Il fallait que les officiels de Charleston des officiels de l'autre équipe s'entendent. Donc, ça n'a pas été facile. Parfait. Et bizarrement, sur le site de la MLS, ils te décrivent comme un créateur. Mais selon moi, c'est surtout ton travail défensif qui t'a fait remarquer en USL puis en MLS. Donc, je voulais mettre les choses au clair. Est-ce que tu te considères plus comme un joueur offensif ou défensif? Euh, je me considère comme un joueur. En fait, je peux faire les deux. OK. Quand je suis dans de bonnes conditions, je connais ce que je peux faire et si le coach, et ça dépend des coachs aussi. Bon, si le coach me donne la liberté de le faire, je peux le faire avec confiance et en sachant que le coach me soutient. Bon, quand le coach me demande d'être un peu plus défensif, c'est dû de laisser le boulot défensif pour foncer devant, vu qu'il y a les autres, parce qu'il croit que les autres peuvent faire le travail offensif. Mais en Charleston, je l'ai prouvé et quand le coach m'a donné la liberté, et bon, en fait, j'étais l'un des cadres dont j'avais le soutien du coach et la confiance. J'ai montré que donner les, je pouvais assister en attaque et marquer des buts. Parfait. Euh, Par la suite, c'est ça. On connaît ton niveau chez Culture Soccer. On t'a suivi en USL pendant plusieurs années, après ça en MLS. Et je pense pendant l'ensemble de ton parcours, les gens ont souvent été surpris de tes performances, que ce soit au début en USL puis en MLS. Et c'est ça, qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, d'avoir d'aussi bonnes performances en MLS dès le départ, dès ton premier départ, en fait, là? Bon, ça a peut-être surpris les gens dehors, mais je ne crois pas que ça a surpris mes coéquipiers parce que ça se voit aux entraînements. Et puis, et moi, je suis quelqu'un que je donne tout, même aux entraînements, même si c'est 45 minutes, et je suis toujours resté prêt. En début de saison, je ne faisais même pas, je ne faisais même pas le groupe qui voyageait. C'était dur, vu que j'étais en équipe réserve, mon contrat était en équipe réserve, et puis la MLS est structurée,
comment ils disent en anglais, first team contract. Donc ceux-là sont quand même ils sont en priorité pour être souvent dans les 18, dans les 20. Bon, là, et puis ça revient, et puis ça dépend du travail, et puis ça dépend du choix du coach aussi. Mais moi, j'ai toujours tout donné aux entraînements. Je suis resté prêt, je suis resté sans blessure en attendant le moment que le coach appelle mon nom parce que c'est tout. Et si le premier match où il a appelé mon nom, c'était une surprise contre Miami. Et puis, j'étais prêt. C'était une surprise, mais j'étais prêt à jouer. J'étais en forme, j'ai gardé l'esprit intact. Donc, j'étais prêt à tout donner et puis j'ai donné le rendement. Oui, exactement, parce que l'entraîneur Gary Smith semblait très ravi de ta première performance là, après le match contre Miami. Je vais le citer. Pour ses tout premiers débuts, pour ses débuts en MLS, il a joué 90 minutes complètes et j'ai trouvé qu'il était absolument exceptionnel au milieu de terrain. Quand tu as entendu ça, ça a dû te faire plaisir, non? C'est ça. Ça me fait plaisir vu que j'étais content que bon, tout le travail que je mettais, parce que c'est un travail qui date de janvier de la pré-saison. Je travaillais et je n'étais pas parfait et que je suis arrivé avec des lacunes et des choses que je devais améliorer. Et j'ai vu que j'ai beaucoup amélioré sur ces points et ça m'a vraiment fait plaisir qu'il était content du rendement. Ouais, et c'est ça. Penses-tu que ton premier départ, là, ta première bonne performance, a grandement influencé le reste de ta saison? Parce que après ça, j'ai l'impression que Gary Smith a vraiment ouvert la porte là, du 11 partant. Vraiment, là, il t'a fait confiance après ça à plus de 7 reprises. Il t'a fait débuter. Est-ce que tu penses vraiment que tu as acquis la confiance de Gary Smith lors de ce premier départ? La confiance d'un coach, c'est à l'entraînement d'abord. Et puis, il faut d'abord le montrer que tu peux le faire. Mhm. Tu peux faire le travail pour lui. Et puis, quand le moment se présentera, et il va falloir que tu donnes tout parce que si tu ne donnes pas le rendement comme il voulait, je ne crois pas il devait encore me faire confiance après ça. Et, vu on avait plusieurs milieux de terrain et des très bons milieux de terrain. Et dont la compétition était vraiment haute. Donc, ça m'a fait plaisir que j'étais le troisième choix après Dax McCarthy et Hannibal Godoy. Et ça m'a vraiment fait plaisir, vu que ces gars sont des top milieux de terrain dans le championnat et avec l'expérience qu'ils ont. Ça m'a Oui, vraiment fait. ouais, exactement. C'est ça. Peut-être, je pense que les supporters de Nashville, à la base, peut-être qu'ils semblaient voir peut-être plus naturellement un Matt LaGrassa en tant que troisième, puisque c'était un joueur déjà qui connaissait déjà Gary Smith et tout. Et t'as dû aller chercher cette place-là à l'entraînement. Et c'est ça, donc tu as effectué une saison 2020 vraiment très pleine, profitant de la blessure d'Animal Godoy à un moment pour faire plus de 14 apparitions, dont 8 titularisations. Dans tes rêves les plus fous, est-ce que tu aurais imaginé une telle première saison à MLS? Jamais, jamais, jamais. Je peux dire que COVID peut être, on peut dire que c'est un malheur pour les autres, mais je peux dire que ça a été vraiment une opportunité et puis pour moi, vu que dans une saison normale, je ne crois pas que je devais jouer autant avec je peux dire quoi, avec une saison normale, je ne crois pas que les matchs vont se jouer si rapidement. Hmm. Donc, avec COVID, les matchs se sont joués chaque après 3 jours et il fallait vraiment roter l'effectif, il fallait donner la confiance aux jeunes. Et c'est pas juste pour moi. Et vous avez vu, dans tout le championnat, il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui venaient d'arriver en MLS, qui ont eu l'opportunité de jouer. Et c'est pas facile, la première année en MLS, parce que je ne pouvais même pas croire que je pouvais finir la saison avec 10 apparitions. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Oui, exactement. Puis je pense que qu'est-ce qui a pu jouer en ta faveur également, c'est le fait que le début de saison de Nashville a été repoussé.
avec le MLS back qui a été annulé de votre côté. Donc, tu as pu vraiment te prouver encore plus à l'entraînement. Puis, en temps normal, peut-être que d'autres joueurs auraient pu vraiment consolider leur place match après match, tandis que toi, tu as pu avoir le temps d'en prouver qu'est-ce que tu valais à l'entraînement. Et, euh, et c'est ça, avec tes performances que tu as faites cette saison, et on ne se cachera pas, le vieillissement des milieux de terrain cadres comme Godoy ou bien McCarthy, tu risques d'avoir encore plus de responsabilités pour la saison 2021. Donc, premièrement, est-ce que tu te sens prêt? Si, je me sens prêt. Et moi, je ne regarde pas ça comme si Godoy ou Dax n'est pas là, c'est moi qui joue. Il faut jamais, je me mets pas ça dans ma tête. Je me mets Hmm. que une nouvelle saison et il faut se battre pour une place. Il faut se battre pour une place parce que les autres vont venir pour se battre. Il faut être meilleur à l'entraînement pour jouer. Le coach ne va pas me faire jouer parce que j'ai fait quelques bons matchs en 2020. Je Hmm. crois que sur l'entraînement et je dois montrer que je suis meilleur tout le temps pour avoir une place. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vais regarder et je vais attaquer la saison 2021 parce que il faut toujours se battre et tout donner. Parfait, ouais, ben, je pense que c'est la bonne réponse. Et d'ailleurs, là, ton objectif, peut-être plus à moyen et long terme, est-ce que c'est vraiment de t'établir en MLS comme un des meilleurs milieux de terrain ou t'aimerais potentiellement rejoindre peut-être un club européen dans les cinq plus grandes ligues? Non, en fait, mon objectif, ouais, c'est d'être dans les 5 meilleurs milieux de terrain d'ici 2 ans. C'est mon objectif. Euh, et je crois que c'est possible avec le travail, la confiance. Et pour moi, je crois que tout est possible. Et je ne regarde pas vraiment partir dans une autre équipe ou bien dans un autre championnat. Je dois d'abord faire le travail où je suis. Et si ça arrive, ça arrive. Et tout se passe avec les performances et si l'opportunité se présente. Hmm. Et c'est ça, Nashville a connu, je pense, une saison extraordinaire en 2020. Je pense que personne les voyait là, peut-être à part vous. Euh, Est-ce que vous vous attendiez à aller aussi loin en début de saison ou même lors du retour au tournoi MLS Back? Donc, est-ce qu'au début, vous voyez aller aussi loin en série cette année? Je En 2020? Si, bon, c'est vrai qu'en début de saison, vraiment, quand tout a commencé, et puis on a perdu, je crois, quelques matchs, je crois, on a perdu 2, 3 matchs. Beaucoup de gens croyaient que les choses allaient se passer comme toute première équipe en MLS, mais on a toujours cru en nous. Il fallait juste avoir la cohésion des joueurs et des attaquants pour trouver des buts. Et ça a pris du temps. Et c'est normal, vu que tout le monde est nouveau, on ne se connaît pas encore très bien et on joue contre des équipes qui se connaissent comme les Portland Timbers, l'Atlanta United, ils se connaissent Hmm. depuis déjà un très bon bout de temps. Donc, pour nous, on a toujours cru en nous. Et comme je dis encore, COVID, je peux dire, nous a aidés parce qu'on s'est encore regroupé aux entraînements, on s'est bien connus et puis on a eu à passer des moments ensemble comme MLS is back, même si on n'a pas joué, mais on était à l'hôtel ensemble plus longtemps, on a eu à échanger, connaître l'un l'autre un peu plus et moi je crois que on a été un peu déçus à MLS is back parce que vraiment si on jouait, je crois qu'on allait montrer au monde entier ou bien à la MLS c'est qu'on pouvait faire parce qu'on était vraiment prêt pour ce tournoi. Bon, encore, on a eu des setbacks, on était un peu déçus, mais vraiment, le coach a cru en nous, le staff a cru en nous, nous-mêmes, on a d'abord cru en nous et on a eu à montrer aux autres, aux fans, à la MLS qu'on pouvait le faire. Oui, et d'ailleurs, tu parles du MLS Back. Vraiment, là, on a vu que la situation était un peu floue. Vous êtes rendu sur place. Malheureusement, je pense qu'il y a eu une petite éclosion de COVID-19 dans le groupe. Je t'en parlais un peu plus tôt, mais comment ça a été vécu? Comment toi, personnellement, tu l'as vécu de un, être sur place, mais de ne pas pouvoir jouer les matchs? C'était vraiment une situation hors norme, là. Ah, j'ai pas vraiment bien compris la question, s'il vous Ouais, plaît. en fait, comment toi, tu as vécu personnellement le fait
de te déplacer pour le MLS is back en Floride et finalement ne pas pouvoir jouer. Là. Comment tu as pris la nouvelle? Bonne, bonne. Vu qu'on attendait, moi j'étais content parce qu'on ne savait pas si on allait même jouer l'année. On ne savait même pas si on allait jouer un match. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, moi j'étais. Vu que moi je suis je vis seul, j'ai pas de famille ici, donc, et je suis là pour jouer. Donc, moi j'étais, oh, d'accord, cool, il faut jouer, il faut qu'on aille jouer. Mais c'est un peu différent et puis c'est un peu complexé pour les autres joueurs qui ont des familles, ils ont des petits-enfants et d'autres, les femmes étaient enceintes. Donc, c'était pas facile pour les autres joueurs et ça, j'ai compris. Mais pour moi, personnellement, moi, je voulais jouer parce que je croyais que ça pouvait être aussi une opportunité que le coach pouvait me donner une chance pour jouer. Donc, Ouais, exact. Puis donc, après, pour toi, ça devait être une petite déception quand finalement, à cause de la COVID-19, Nashville n'a pas pu y participer. si, et puis je croyais que la saison allait finir comme ça. Et puis on ne savait pas ce qui allait se passer après. Donc, j'étais vraiment déçu que toute une année, je ne vais même pas jouer un match. Donc, j'étais un peu déçu. Mais encore, j'ai pris ça et puis on a tourné la page et puis nous sommes rentrés, on a continué à travailler juste pour dire que si un jour on va jouer. Et puis, c'est arrivé. Oui, et après cette incertitude, finalement, la saison a pu redémarrer. Et finalement, vous vous rendez jusqu'en playoffs où est-ce que vous battez le Toronto FC à Toronto. Est-ce que pour toi, c'est le plus grand accomplissement collectif du club en 2020, vraiment cette victoire à Toronto? Je ne crois pas. Je crois que beaucoup de gens regardent juste le fait qu'on a gagné ce match contre Toronto. Mais pour moi, je crois que le plus grand, c'était des moments difficiles, un peu comme New England, quand on a joué à l'extérieur contre New England, parce que on n'avait pas d'attaquant pendant cette période. On a eu Hmm. une période où on n'avait pas vraiment d'attaquant prêt pour jouer. Tout était blessé. Donc, des périodes comme ça, je crois que c'était une très grande période de l'état d'esprit dans le groupe parce qu'on a eu à avoir des résultats contre des très, très bonnes équipes sans vraiment avoir d'attaquants. Et puis, on a eu des moments où on a eu vraiment des blessés. Et puis, comme Houston, où on a joué avec pratiquement, je peux dire, on a commencé le match avec 5 gars de USL. Et puis, quelques gars du collège, donc vraiment un très, très jeune groupe. Et puis en allant jouer contre Houston, en plus à l'extérieur, les gens regardaient que, bon, Nashville va perdre sûrement. Et puis après 30 minutes, on mène Houston 3-0. Donc, Ouais. pour moi, je vois que il y a beaucoup d'étapes et c'est quand on s'est qualifié pour les playoffs que c'était le plus grand moment pour moi parce que je regarde encore ces matchs où on pouvait perdre des points facilement, mais on s'est battu pour avoir même si c'était un point, 3 points qui nous ont vraiment aidés à arriver à cette étape. Et puis pour moi, allant jouer contre Toronto, on était vraiment confiants et on ne doutait même pas qu'on allait perdre. Donc, Ouais, un peu de ça. exactement. Je pense que vous étiez à la fin de la saison pratiquement inarrêtable. Et c'est ça que pour revenir à Toronto, je pense que Toronto en a payé le prix. J'aimerais un peu savoir c'était quoi la réaction dans le vestiaire après ce match à Toronto. Je pense que c'est là que vraiment le supporter MLS typique vous a peut-être découvert réellement. C'était quoi la réaction dans le vestiaire là, après cette énorme surprise face à Toronto? On peut dire une surprise, mais pour nous, je peux dire, on était vraiment confiants. En plus, mais dans les stats, si on peut regarder Toronto et puis on regardait nos joueurs, et on pouvait dire que Toronto allait gagner, mais encore, on a l'état de croire en nous et chaque fois que nous sommes sortis, on a essayé de tout donner et puis l'état d'esprit c'était magnifique. Et il y avait certains joueurs qui ne croyaient pas, mais peut-être qui ne pouvaient pas, je peux dire, qui ne pouvaient pas en y croire qu'on a gagné le match. Mais c'était vraiment magnifique. Tout le monde était content, le staff était content et puis on savait qu'on allait arriver en finale. Après ça, on savait qu'on allait arriver en finale de la Eastern Conference. On savait.
Ouais, et d'ailleurs, ça l'a passé très près d'aller en finale de MLS Mais, face au Crew de Columbus, vraiment une défaite. ouais. C'était une défaite respectable. Moi, je regardais le match là, à la fin, j'étais vraiment fier de vous. Mais c'est ça, perdre en prolongation, ça devait être crève-cœur, là. Si, on était un peu déçus après ce match, mais on était fiers aussi d'une très, Ouais. très grande. Donc, Et d'ailleurs, Walker Zimmerman a peut-être été, en fait, selon moi, été un des meilleurs joueurs même de la Ligue cette saison. Il a même remporté le titre de défenseur de l'année, qui est vraiment extraordinaire, surtout pour une équipe d'expansion. On sait, souvent, les équipes d'expansion ont des petits problèmes défensifs. Là, avec Walker Zimmerman et tes coéquipiers, là, ça s'est très bien passé. Peux-tu nous dire quel genre de joueur il est, Walker Zimmerman, dans la vie de tous les jours? c'est un gars vraiment humble et simple et il ne parle pas trop vu que c'est mon voisin dans le locker room. Ben, et en plus, un gars vraiment gentil, mais c'est un très, très différent caractère. Et je peux dire qu'on est un peu similaire, vu que quand on est hors du stade, on ne parle pas trop, on est un peu réservé, mais aux entraînements, c'est un peu comme si c'est un champ de bataille. Et c'est comme ça qu'il est. Et quand il est à l'entraînement, il donne tout. Il est dans tous les tacles comme si c'était un match et c'est un peu comme ça qu'il est. C'est vraiment, il bosse vraiment dur. Et je peux dire félicitations au staff de l'avoir acquis Mm. de LAFC, vraiment, parce qu'il nous a vraiment aidés. C'était vraiment un soulier en défense centrale. Oui, et tu parlais du groupe un peu plus tôt. Je suppose que tu te sens très bien dans le groupe, mais de quel joueur tu t'es le plus rapproché la saison passée? Derrick Jones, vu que c'était mon cochambré, on habitait ensemble. Donc, vraiment, Derrick Jones. Parfait. Oui, c'est un autre joueur, je pense, qui a très bien fait la saison passée. Et je me demandais, est-ce qu'avec Dominique Badji, puisqu'il est sénégalais, est-ce que vous parlez français ou Si, si, c'est aussi, bon, tu as demandé le gars le plus proche, mais j'étais vraiment proche aussi avec Badji, vu qu'on parle français. Et il m'a aussi aidé beaucoup avec des conseils, comme un grand frère, vu que Hmm. il est vétéran dans le championnat maintenant. Oui, il a fait peut-être 6 à 7 saisons, je crois. Donc, oui, Dominique Badji, vraiment, c'était les gars avec qui j'étais proche aussi. Parfait. Et d'ailleurs, est-ce que toi et Dominique Badji, vous êtes les seuls francophones dans l'équipe ou par exemple un Alistair Johnston, peut-être que puisqu'il vient proche du Québec, peut-être que Ouais, nous sommes les seuls, je ouais. peux dire, avec Dominique Badji. Alistair, vraiment, vraiment pas, parce qu'il comprend un peu français, mais c'est pas ça. OK, parfait. Et quel joueur, peut-être que tu connaissais un peu moins à ton arrivée à Nashville, quel joueur t'a le plus impressionné? Euh, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'était Jimmy Medranda. Il s'appelle Parfait. Jimmy Medranda. Ouais, ouais. Vraiment, c'est un joueur avec énorme talent, mais ce talent n'est pas contrôlé. Bon, à mon avis, il était puissant. Il pouvait tirer de 40 mètres, je peux dire. Il avait un pied gauche énorme et la technique énorme pour moi. Et, bon, il a aussi eu des blessures et tout, mais pour moi, c'est le gars qui m'a vraiment frappé à l'œil à l'entraînement du tic au tac quand je suis arrivé. Il était vraiment, il faisait tout vraiment avec une rapidité, mais aussi avec une ténacité. Donc, il avait une technique propre et il m'a vraiment impressionné. Oui, d'ailleurs, je me rappelle d'un un but de lui dans le passé en MLS. Là, tu parles des tirs de 40 mètres. Il y en a marqué quelques-uns comme ça. C'est assez beau à voir. Et, Sinon, dans les équipes que tu as affrontées, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment tapé dans l'œil ou um, um,
les équipes que j'ai joué contre. Ouais, c'est ça, dans les équipes que tu as joué contre, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment impressionné la saison passée ou t'es meilleur qu'eux? Euh, euh, je peux dire, quand je regarde plus, qui m'a vraiment. Il y a un Rui Diaz, OK, ouais. c'est un Columbus. Ah oui, oui, oui. Parfait, oui. Euh, Lui, ouais, il m'a vraiment, je peux dire que c'est un gars qui m'a vraiment impressionné. Bon, Nagbe aussi, je ne peux pas dire qu'il m'a vraiment impressionné vu que je connais déjà sa capacité, donc je le connaissais déjà. Parfait. Donc, ça serait, oui, à Columbus. Ouais, Diaz, c'est ça? C'est, c'est. Parfait. Ben oui, c'est des très bons joueurs. Luis Diaz et Darlington Nagbe. Je pense que c'est des bons choix. Et c'est la seule équipe à la fin de la saison qui a eu le plus fort sur vous. Donc, Et, Euh, donc la saison prochaine, ça serait, est-ce que vous avez déjà reçu un peu les objectifs de la part de l'entraîneur? Est-ce que c'est d'aller en finale de conférence? Est-ce que c'est finalement d'atteindre la finale MLS? Est-ce que tu en sais un peu plus sur l'objectif du club pour la prochaine saison? non, on n'a pas encore d'objectif, mais je me dis déjà que l'objectif pour chaque joueur, ça serait d'abord de faire les playoffs encore et d'aller plus loin. Bon, ben, je ne sais pas l'objectif du club et, et du staff. Donc, mais je me dis déjà que l'objectif de tout un chacun, ça serait de faire les playoffs et d'arriver en finale. Oui, c'est ça. Je pense que souvent, qu'est-ce qui peut arriver pour un joueur recru ou même pour une équipe d'expansion, en fait, c'est que des fois, la deuxième saison est peut-être un peu plus dure parce que là, on n'est plus dans l'inconnu. Les autres équipes vous connaissent un peu plus. Mais je pense au moins refaire qu'est-ce qui a été fait, je pense que les joueurs seraient satisfaits et les supporters ici aussi. Donc, dernière petite question avant de conclure. Tu as déjà été capitaine dans des équipes de jeunes camerounaises. Tu n'as pas encore eu ta première sélection avec l'équipe senior. Est-ce que pour toi, c'est un de tes objectifs principaux en carrière d'atteindre l'équipe senior camerounaise? J'aimerais vraiment rejoindre l'équipe nationale. C'est une fierté pour tout joueur camerounais et tout footballeur, je crois. Bon, encore, je ne peux pas, je sais pas, il va falloir attendre mon moment parce que le choix de tout un coach est différent et les critères du joueur qu'il recherche. Donc, ça dépend. Donc, ça serait une fierté pour moi de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun, vu que j'ai déjà fait des sélections avec les U17, U20, U23. Donc, si on me convoque avec l'équipe senior, ça serait vraiment une fierté. D'accord. Et est-ce que tu as eu la chance un peu de parler au sélectionneur récemment ou c'est pas encore dans les plans? Non, non, pas encore. Pas encore. D'accord, ben, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, je pense la question la plus importante de l'entrevue, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison 2021? On souhaite une saison meilleure pour Nashville et beaucoup de santé, je crois, pour le groupe. Et je crois qu'on va encore montrer euh, aux fans et à tout le monde que nous sommes prêts et qu'on a un très bon groupe. Oui, exact. Et donc, merci beaucoup, Taz. C'était vraiment un honneur de te recevoir au podcast. C'est vraiment un plaisir à chaque fois qu'on a la chance de recevoir un joueur francophone, ça nous fait plaisir, surtout un joueur MLS. Et moi, personnellement, je suis supporter de Nashville aussi, donc c'était un double honneur. D'accord, ça c'est une fierté. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.